Fragments d'exil. Un podcast de Jalina Ourmia. Pour Radio Campus Orléans 88.3 FM. Fragments d'exil a pour objectif de déconstruire certains préjugés en donnant la parole à des personnes issues de l'immigration au parcours varié, riche et inspirant, qui méritent d'être partagés. Fragments d'exil s'inscrit dans une démarche plus large en collaboration avec le CCFD, Terre Solidaire, Mémoire Plurielle, Olivet Solidarité et le Secours Catholique. Fragments d'exil. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fragments d'exil. On se retrouve de nouveau dans un deuxième épisode avec Marie-Josée et Paul afin de connaître la suite de leur histoire et la suite aussi concernant leur association Loire-Vistule. Dans la première partie, on a beaucoup parlé de vous, de vous en tant que personne, de votre histoire, de vos familles. Là, je vais vous poser quelques questions sur le maintenant, le présent, plus se focaliser sur ce qui se passe actuellement pour vous. Paul, vous vivez entre la France et la Pologne. Vous faites un peu le chemin inverse, finalement. Comment, et surtout pourquoi, vous vivez entre ces deux pays ? Et est-ce que un jour, vous allez pouvoir choisir là où vivre ? Même si je connais un petit peu la réponse, vu tout ce que vous avez dit, mais je pense que s'exprimer là-dessus avec vos mots, ce serait mieux. Comme j'ai dit lors du premier épisode, j'ai donc deux enfants, dont ma fille cadette qui est malade et handicapée. Et on a trouvé justement là-bas en Pologne une école inclusive, une classe de 4 élèves avec 2 instituteurs. Là, c'était vraiment la situation idéale. Et donc ma femme est restée avec mes 2 filles en Pologne et moi je suis ici en France. Donc je fais la navette entre la France et la Pologne. Mais finalement, pour moi, alors je vais dire entre guillemets, c'est l'idéal parce que j'avais toujours, j'aime beaucoup les deux pays. Quand je suis trop longtemps en Pologne, la France me manque. Et quand je suis trop longtemps en France, la Pologne qui me manque. Et donc là, c'est idéal, je fais presque un mois en France et un mois en Pologne. Grâce au métier d'enseignant, justement. Sinon, ça aurait été impossible de faire la navette si j'avais pas les vacances scolaires. Oui, bien sûr. Ça aurait été très compliqué. Ouais. C'est vraiment en fait un métier qui vous permet de maintenir l'équilibre, en fait. Ouais. Ça vous évite de faire des sacrifices, par exemple poser des vacances, ou pendant une longue période ne pas aller du tout en Pologne. Voilà. Et est-ce que vos enfants, ça leur manque la France ? Elles ont vécu un petit peu en France ? Oui, Gabriella, l'aînée, elle est partie à l'âge de 12 ans et Julia à l'âge de 6 ans. Mm-hmm. Et c'est vrai que les deux sont nostalgiques. Gabriella, c'est vrai que elle hésitait à un moment à faire des études en France ou en Pologne. Oui, sachant qu'elle a la double nationalité. Ouais, double nationalité. Alors, elle a choisi la Pologne parce qu'elle a dit qu'il y a plus de vacances en Pologne qu'en France. Voilà, donc elle a fait des études de philologie à romane, donc c'est la langue française et la langue italienne à Poznań, donc il y a toujours cette nostalgie de la France. Et à chaque fois, je lui ramène des produits polonais, donc par exemple, j'ai même ramené une bouteille de Volvic, tellement ça lui manquait. C'est vrai que ça fait bizarre. Après, oui, c'est des petites choses comme ça qui lui rappellent son quotidien finalement. Et ma deuxième fille, justement, qui malheureusement qui parle pas, mais qui est handicapée, mais elle, c'est vrai que dès qu'elle entend parler français, dès qu'elle entend des chansons, des comptines, des chansons françaises, ça lui fait du bien. Voilà, donc c'est vrai que on sent que même elle, pourtant qui parle pas, ça lui manque. Là, on sent que la France, ça lui manque. Oui. Et il serait impossible pour eux de revenir en France et de s'installer définitivement ? Et à la rigueur d'aller en Pologne pour les vacances ? C'est ce qu'on faisait pendant 12 ans, on a fait ça, justement. Et puis là, mais c'est pareil, ma femme aussi, il y a des, par exemple, Loire-Vistule lui manque parce qu'il y avait beaucoup, d'activités festives, on va dire, aussi, se rencontrer, comme ça, pour différents temps forts de l'année. Mm-hmm. Donc ça lui manque aussi. De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas de rideau de fer, donc oui, c'est plus simple. C'est plus simple que du temps justement de ce Béchec et de Marie-Josée. Oui, mais votre fille a encore besoin d'être scolarisée, donc et en France, il me semble, de ce que je me souviens de notre rencontre, c'était que l'école en France, il y en avait, mais où la classe était trop nombreuse, il y avait trop de monde disons qu'elle était d'abord dans une classe de 30, il n'y avait pas d'AVS, alors elle revenait tout le soir en pleurant. Oui. Et après, on a essayé de trouver
avait le Renard et la Rose dont j'avais parlé à Marie-Josée. Alors c'est une école totalement privée, c'est-à-dire que par contre c'était très cher et c'était qu'à mi-temps. D'accord. Donc c'est pour ça que après on a regardé un peu à droite à gauche et puis on a trouvé cette solution. Ouais. Oui, de vivre en Pologne et du coup, moi j'ai essayé de vivre pendant 3 ans en Pologne. Durant la période du Covid. Pendant la période du Covid, le Covid je l'avais pas prévu du tout. Oui. Comme beaucoup de gens. Et c'est vrai que là, je me suis aperçu que la France me manquait beaucoup. Oui. Voilà, donc finalement, vous êtes vraiment finalement après, je suis revenu ici. Moi, j'ai une situation aussi particulière parce que j'ai mon frère qui est très malade aussi, et puis ma mère qui est toujours là. Donc c'est pour ça que je fais la navette aussi entre les deux pays. Vous pouvez pas vous permettre de choisir un seul pays au détriment de l'autre finalement. Voilà, c'est ça. En vue de votre situation actuelle plutôt. Oui. Et Marie-Josée, vous faisiez aussi beaucoup d'allers-retours avec Zbigniew en Pologne? Oui, et puis là, j'en reviens d'ailleurs parce que les collègues hydrologues, ça aussi c'est le centre de l'amitié, les collègues hydrologues polonais ont fait à Cracovie un hommage à mon mari parce que non seulement pour son parcours, c'est-à-dire que ça a été d'ailleurs, ils ont retracé un peu son enfance, un autre comme hydrologue. Et là, c'est très intéressant parce qu'il a travaillé sur la Loire et la Vistule. Et puis après, l'aide humanitaire, après son travail dans l'aide humanitaire, et pour finir, sa venue en bateau depuis Cracovie jusqu'à Orléans. De Cracovie jusqu'à Orléans? Oui. En bateau? En bateau. Un petit bateau de pêche. Un bateau de pêche. Quelque chose comme ça. Hein. Toujours une barcasse, on dirait. Ça, c'est extraordinaire. Mais pour ça, mon mari avait toujours des idées qui dépassaient la logique, et qui ont marqué quand même les esprits. Parce que on se disait... moi, j'étais la première, j'étais surprise, parce qu'il me le disait d'ailleurs pas, qu'il avait... Quand on avait acheté une maison, je disais que péniblement qu'il faudrait au moins refaire la porte du garage. Il m'avait dit c'est pas possible, on n'a pas d'argent. Et on va quelque temps après en Pologne et ses amis lui disent alors tu sais le bateau va être fini. Je dis qu'est-ce que tu racontes là? Et c'était ce fameux bateau donc c'était en 95. Où il a été accueilli par le maire de l'époque, à Orléans. Et c'est un trait, enfin pour les Polonais, c'est un lien. Ce bateau, c'est un lien, donc on en a reparlé quand j'étais là dernièrement à Cracovie. Et c'est vrai que sans être polonaise, mais quand vous avez eu comme ça une ouverture sur une autre culture, on a toujours envie d'y aller, de repartir. Bon, maintenant, vu mon âge, je crois que c'est la dernière fois où j'y serais allée. Oh, mais non, faut pas dire ça. Non, mais c'est vrai. Bon, mais on n'est pas quand même immortel jusqu'à présent, peut-être avec l'IA, peut-être qu'on va y venir. Mais en attendant, non. Et mais quand vous arrivez, c'est les amis qui vous accueillent, et puis voilà. Hein. Et j'étais d'ailleurs étonnée parce que à côté de l'hommage, celui qui avait organisé ça m'avait dit « Est-ce que tu veux profiter de ton temps à Cracovie ?» Parce que j'ai fait Cracovie et Varsovie, enfin dans la semaine. Mais j'avais dit « Oui, j'aimerais bien regarder à Cracovie le quartier polonais, le quartier juif. » Et il m'a dit « Tiens, il y a une de nos amies qui est guide qui pourra... » Moi, je me dis « Mais tu sais, mon polonais est quand même un peu léger. Hein. » Malgré tout ce temps à vivre avec... Oui, non, je vous dis parce qu'on parlait français. Hein. Ah, d'accord. Il parlait pas du tout polonais avec vous. Et j'ai compris qu'il avait pas de talent d'insulteur. Si, on parlait... non, quand c'était vraiment... c'est pas naturel. Hein. Oui, je crois qu'il faut que ça soit naturel, les choses. Hein. Et donc, là, j'étais étonnée parce que c'est qui m'a fait visiter le quartier juif. C'était une dame qui parlait un français magnifique. Elle avait jamais mis les pieds en France. Je me suis dit quand même là, en France, l'apprentissage de la langue, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus
Ouais, de plus simple. Hein, de plus simple. Non, la langue française est une des langues les plus complexes à apprendre en plus. Oui, puis je sais pas, je crois qu'il y a aussi peut-être une pédagogie, peut-être qui n'est peut-être moins adaptée que dans d'autres pays, j'en sais rien. Hein. Enfin, il y a ça, mais c'est vrai que c'est un plaisir quand on peut garder le contact avec le pays de son mari, enfin l'autre culture, la culture de son mari. Hein. Avant de commencer l'interview, j'avais utilisé le terme de couple mixte. Oui, c'est ça. Alors, couple mixte, ça me fait toujours sourire, c'est vrai. Parce que quand on se marie, on ne dit pas, tiens, je vais faire un couple mixte, je vais fonder un couple mixte. Maintenant, c'est quelque chose qui se dit beaucoup. Hein, dans ma génération, on dit beaucoup qu'on crée des couples mixtes. Parce que du coup, on mélange de cultures. Mais vous me disiez qu'en fait, il n'y a pas vraiment cette histoire de mélange, de mixité. Non, je ne pense pas. Je pense qu'on a la vie de tous les jours, avec les problèmes que ça a. Alors, ça peut être accentué par le mode de fonctionnement de votre conjoint, de son pays d'origine peut-être. Mais bon, on crée un couple, on a des enfants, on a un travail où on n'en a pas, on le cherche, on a des enfants, il faut les élever. Je crois que c'est ça qui fait un couple, hein, oui, bien sûr. D'abord. Oui. Alors, si on a la chance, moi je dirais, Loire-Vistule, ça a été une chance. Pourquoi ? Parce que... Bon, quand il y a eu donc ces événements qui ont fait en Pologne, qui a fait que la Pologne se trouvait dans une situation catastrophique d'un point de vue humanitaire, et qu'il y avait eu à la cathédrale d'Orléans une messe pour la Pologne. Et là, on a rencontré des Polonais. On ne connaissait pas, nous, on venait d'arriver, il n'y avait pas longtemps qu'on était à Orléans. Vous êtes arrivé en quelle année à Orléans ? 70. 70. Donc, on connaissait personne. Bon, on avait nos enfants, ils allaient à l'école, bon, bref. Et puis là, on a rencontré des couples qui avaient les mêmes, qui arrivaient aussi sur Orléans, et qui se trouvaient un petit peu à l'écart de tout. Et donc, ça a créé vraiment une solidarité, une amitié. On s'est dit, bon, il faut faire quelque chose pour la Pologne. Oui. Et il y a eu la création, donc, en février 81, de Loire-Vistule. Alors, les autres, enfin, ceux qui étaient un peu les Polonais qui jouaient un rôle dans cette association, ils étaient tous polonais avec d'origine polonaise, comme mon mari. Donc, moi, on m'a demandé d'être la secrétaire, puisque j'étais la seule qui était née en France. Et donc, ça risquait pas de poser de problème pour l'acheminement. Et c'est comme ça qu'on a créé Loire-Vistule, avec des débuts difficiles, parce que on n'avait pas d'endroit, que c'était quand même quelque chose d'extraordinaire, cette aide humanitaire, parce que les gens, peu importe, c'était vraiment, à l'image de tous les gars du monde, hein, vous aviez la gauche qui était présente parce que c'était la CFDT, vous avez la droite qui était présente parce que c'était l'Église, et tout le monde travaillait ensemble parce qu'on a demandé, il nous faudrait, on a fait un appel pour avoir les convois pour les remplir. Et au début, on avait pris des vêtements, puis on s'est dit, vêtements, c'est ridicule. Ce qu'il nous faut, c'est médicaments, c'est d'apporter une aide. Et heureusement, il y avait une de nos amies qui est vice-présidente, Claudine, qui était au CNRS en biologie, et qui a pu, comme mon mari, chacun dans son domaine, une ouverture, mais Claudine pour avoir ses médicaments, et mon mari qui avait, je crois que il est connu pour ça, un contact facile avec tout le monde. Et donc on a pu avoir comme ça des convois. On partit, il y a eu 250 convois, mais au départ il n'y avait même pas de logement, il n'y avait pas d'endroit où mettre ça, parce que ça demande une sacrée organisation, hein. Quand vous montez des trucs comme ça, il fallait bien dire tout ce qu'il y avait dans les convois, parce qu'il y avait le contrôle terrible. Donc, au début, ça se passait chez nous. Alors, je ne sais pas si vous voyez, quand vous avez les enfants et puis les convois qui arrivent, parce qu'on a eu on a acheté, au début, ça avait été des camions de PKS, c'est-à-dire des Polonais, qui amenaient des choses, des médicaments vers la Pologne. Et puis après, on s'est dit qu'il faudrait avoir notre propre camionnette. Donc vous avez dû acheter un camion ou voir par la suite plusieurs camionnettes pour faire les allers-retours ? Voilà.
On avait ce qu'on appelait Ernestine. Pourquoi Ernestine? Parce qu'il y a un vieil ami, enfin maintenant, pour moi maintenant, à ce moment-là il était vieux, et il était extraordinaire pour nous faire... parce qu'on n'avait pas de moyens. Hein. C'est que les moyens, il les faut. Il fallait payer le convoi et tout ça. Et il faisait, lui, surtout des fruits déguisés. Sa femme en avait marre parce que tous les poignées de la porte étaient remplis de fruits déguisés. Vous savez ce que c'est, les fruits déguisés? C'est-à-dire, c'est des dattes ou des prunes dans lesquelles vous mettez de la pâte d'amande et vous passez ça dans du miel et ça fait des friandises. Okay. Et les gens achetaient ça bien, mais alors, c'est vrai que il y avait du miel partout. Et lui, notamment, il nous a amené de l'argent. Enfin, il n'y avait pas que ça. Nous avons eu à ce moment-là des subventions un peu de toutes les communes. Hein. Mais est-ce que c'était... Du coup, vous étiez secrétaire, mais qui était le président de l'association à Le l'époque? président, c'est donc un autre Polonais. Hein. C'était Christophe Dębinski. Donc, avec un nom comme ça, il ne pouvait pas être président, parce que l'histoire, c'est une famille importante en Pologne, qui était donc avec des problèmes, enfin, il était mal vu de l'époque de la direction en Pologne, si je puis dire. Donc, il ne pouvait pas. C'était lui qui était le président. Automatiquement, on s'est réparti un petit peu les tâches, c'est-à-dire qu'il y avait Christophe, qui était plutôt... l'accueil avec Janek, l'accueil des Polonais, parce que ceux qui arrivaient, il fallait leur trouver un travail, il fallait leur trouver un appartement, un logement. Donc lui s'occupait plutôt d'alors. Il y avait le groupe qui s'occupait de ça. Le groupe qui s'occupait beaucoup plus, les convois. Mon mari était responsable des convois. D'accord. Hein. Donc, et puis il y a ceux alors, il fallait aider les Polonais une fois arrivés. Hein, c'était pas arrivé. Souvent, il y en avait qui avaient quand même eu des moments difficiles en Pologne avant d'arriver là. Donc, il fallait psychologiquement les aider. Et puis, donc, ça prenait énormément de temps. Et les convois, c'était toujours des particuliers. Et ça, on avait tenu à ça. Parce que ceux qui emmenaient la camionnette, ils pouvaient servir de témoins après, de ce qu'ils avaient vu. D'accord. Ils racontaient aux autres où on en était. Parce que la Pologne n'était pas très connue. Enfin, voilà, c'est les pays de l'Est que les gens ne connaissaient pas du tout. Donc, ils arrivaient et ils étaient étonnés d'ailleurs par l'accueil. Alors, il y avait en France, il y avait un prêtre qui coordonnait ça, le père Plater, qui nous disait où est-ce qu'il faut envoyer le convoi, parce que voilà. Donc on savait ceux qui partaient, ils savaient quel endroit ils allaient, où est-ce qu'ils seraient accueillis. Alors soit ils étaient accueillis dans une église, soit par des familles polonaises. Des familles, Finalement, il y avait un véritable réseau qui s'était construit pour justement faciliter l'organisation, faciliter le corps. Il fallait ça, parce que autrement ça aurait pas marché. C'était un peu la base, parce que sinon ça partait dans tous les sens. Voilà. Donc vous avez vraiment créé un véritable réseau humanitaire. Et alors, ce qui était très important, je le souligne parce que quand on a trouvé un local, et il y avait un monsieur qui était un retraité, Grabowski. Et ça, avec sa femme, quand on nous livrait, les gens nous portaient, ou des médicaments, etc., lui, il s'occupait, et ça nous a aidé beaucoup après, de tout préparer les convois. C'est-à-dire les paquets, on savait où ils allaient partir, qu'est-ce qu'il y avait dedans, et tout ça. C'était une grande... ça a demandé... ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais ça demandait une organisation pour que ça marche. Et je crois qu'on est resté une des seules associations au plan national qui a continué. Parce qu'après, on a évolué, etc. J'aimerais savoir aussi, parce que je pense que je ne vous ai pas posé la question, mais c'était quoi vos premières impressions à votre première arrivée en Pologne? La première fois, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce qui vous a marqué? Oui, un autre monde. Moi, je sais que à Paris, maman nous disait déjà, oh là là, le nord de Paris, attention, n'y allez pas, c'est pas terrible. Je suis arrivée là-bas, je ne connaissais ni la langue, ni le pays. Donc, je suis arrivée comme sur une autre planète. La seule chose, c'est que
le frère de mon mari, ils se regardaient, ils se ressemblaient. Donc là, ça a été un peu, mais c'était extraordinaire. Bon, parce que tellement il y avait une différence. Et c'est à ce moment-là, dans les magasins, c'était pas la période où l'alimentation. L'alimentation a manqué après quand on a monté cette aide humanitaire. Oui. Mais il y avait quand même, il y avait rien. Hein. Moi, je suis allée à la fête de la moisson. Alors, qu'est-ce qu'était la fête de la moisson ? À ce moment-là, c'était Guérec. Alors, vous alliez dans un grand stade. Guérec arrivait, vous disait, on a eu tant de vaches en telle année, on a tant de vaches maintenant, on aura tant de vaches, etc. C'était avec les gosses qui dansaient, c'était... on me traduisait parce que je comprenais rien. Oui. Mais c'est que je me baladais avec la tante, puis personne ne savait parler, sauf une tante qui, gentille comme tout, personne ne savait parler français, mais elle m'a raconté le corbeau et le renard. Très gentiment. Bon, mais une fois qu'on s'est dit ça ne pouvait pas aller très loin. Oui. Mais bon, je me promenais avec elle, et dans Varsovie, une vieille me tire la main et, sous une porte cochère, et elle me tape la poitrine. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? La tante riait tout ce qu'elle savait. Elle m'a dit, elle veut te vendre un soutien-gorge. Bon, c'est des choses que vous ne voyez pas à Paris tous les jours. Non. Hein, ça, Personne ne c'est vrai fait ça. que c'était quand même très différent. Et pour vous, Paul, qui avez du coup connu la Pologne dès l'enfance, du coup, comment ça a été votre premier voyage et qu'est-ce qui vous a marqué durant ce voyage ? Le problème, c'est que le premier voyage, c'était en 1972, j'avais 1 an. Donc, donc du coup, on va dire plutôt le voyage dont vous vous souvenez. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y avait, quand on passait le rideau de fer, il y avait le monde en couleur, c'était l'Europe de l'Ouest. Oui. Et on passait à un monde monochrome, oui. donc en RDR et en Pologne, c'est-à-dire tout était gris. Oui, je crois que tu as tout à fait etc. raison, Paul. Hein. Ça, pour moi, le système était gris. Là, quand ils ont commencé à mettre une fleur, non mais ça a l'air de rien, parce que je dis, un géranium, ça peut être... Mais là, je me suis dit, on revit. Hein. Et la publicité, Dieu sait quelquefois la publicité, on en a marre. Mais quand vous n'avez plus rien sur les murs, ça fait drôle aussi. Hein. Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas de publicité. Comme le disait Marie-Josée, donc dans les magasins déjà, c'était souvent les pénuries. Et surtout, à partir de 75-76, c'était des files d'attente énormes. Des files d'attente de plusieurs centaines de mètres. Des gens qui attendaient. Quelquefois, ils savaient même pas ce qu'ils avaient. Les gens disaient, il y a un arrivage. Oui, on sait même pas. Et puis, on sait même pas ce qu'on va oui, prendre. c'était un peu la loterie. Voilà, c'est un peu la loterie. En vacances, à 6h du matin, on vous téléphonait en vous disant, moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit qu'il y a du fromage à tel endroit. Alors, vous dites, franchement, du fromage. Hein. Et je sais qu'à ma belle-mère, un jour, je lui disais, j'avais oublié mon peigne. Et il y avait une queue. Bon, je lui ai dit, on va pas rester pour avoir le peigne. Mais elle me dit, si tu vivais en Pologne, tu serais obligé d'attendre. Et surtout, donc à partir de 76, l'État polonais, ils ont mis en place les tickets de rationnement. C'est-à-dire qu'on est revenu comme pendant la guerre en France. On a eu des tickets de rationnement de 1976 jusqu'à 1989. Oui, quand même. Donc jusqu'à la fin du communisme. Ça s'est vraiment arrêté en 90. Et des tickets de rationnement pour tout, hein. Pour tous les produits, pour le textile, enfin pour beaucoup de choses. Et c'était vraiment ce qui... c'était encore pire les années 80. Par rapport aux années 60, c'était encore pire parce que là, il y avait vraiment rien. En plus, c'était l'état de guerre. Alors justement, pourquoi état de guerre? Parce qu'on s'est dit, la guerre contre qui? Et c'est que à l'époque, le secrétaire général du Parti communiste et puis les membres du Politburo, ils ont essayé de trouver justement une loi pour justement mettre hors la loi le syndicat Solidarité et pour mettre en prison tous les militants syndicalistes. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut trouver comme quelque chose qui est dans la Constitution? Ils ont dit, il y a l'état de guerre. Mais bon, la guerre contre qui? C'est vraiment la guerre contre la population polonaise, finalement. Oui, ça. Et ça, parce que pour les Français,
Enfin, les gens, c'est pas l'état de guerre. Hein, Ah non, ça, c'est pas on comprend pas ces termes. Hein, Oui, c'était ça le terme. Ouais. Voilà, ça L'état s'explique de comme guerre. ça. Vous me parlez d'une Pologne grise, en fait, où la simple publicité colorée donne de la joie. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez me dire, en fait, sur la Pologne actuelle? Vous qui êtes allée il y a pas longtemps, Marie-Josée, et vous, Paul, qui est allé il y a quelques mois, il me semble. C'est pour les vacances de Pâques. Ouais, pour les vacances de Pâques. Finalement, c'est quoi la différence que vous notez avec la France, avec cette Pologne actuelle? Ouais, Moi, je crois que Ouais. Varsovie, c'est extraordinaire. D'ailleurs, quand vous voyez le nombre de touristes qu'il y a, c'est pas par hasard. Le centre de Varsovie, quand on l'a connu, maintenant c'est à l'américaine. Hein. Moi, je sais que je suis allée avec ma fille et mon gendre. Et bon, on était au 30e étage, un hôtel du 30e étage, je sais pas si vous voyez. Hein, Oui, ça fait haut. Ça fait haut, mais c'est fait beau. surtout que c'est magnifique d'ailleurs, parce que vous avez un point de vue. Bon, mais ça veut dire qu'on construit. Hein, on construit. Oui, bah oui. Il y a un esprit créatif extraordinaire chez les Polonais, je dirais. Et puis, une vitalité. Moi, que ça soit, alors, Cracovie, bon, tu parles bien mieux que moi je connais peu Cracovie parce que j'allais toujours à Cracovie. Dans la mesure où vous avez la famille qui est à Varsovie, vous n'allez pas à Cracovie. Hein. Ça n'a pas d'intérêt. Donc là, mais moi, je suis vraiment sidérée, interrogative, d'où ils sortent tout ça. On a beau vous dire, il y a eu des aides de l'Europe, Oui. mais ça n'explique pas tout. Là, je vois, il y avait un musée que j'ai visité. Alors, vous faites une queue, ça, c'est pas parce que il y a des tickets, c'est parce qu'il y a une demande énorme. Mais tous ces musées qu'il y a à Varsovie, le musée de l'insurrection polonaise comme le musée de l'histoire juive, parce que ça, c'est aussi une histoire. Hein. On dit toujours les Polonais sont contre les Juifs. Quand vous voyez quand même moi, on a toujours eu à la maison des amis juifs, d'ailleurs, parmi les hydrologues polonais. Vivant en France, il y en a un qui était là pour l'hommage à mon mari, il est bien juif polonais. Hein. Et donc, ils viennent à la... Et je crois que les juifs, je crois que Varsovie, alors je ne sais pas qui a eu l'idée de ce musée d'histoire juive à Varsovie, mais c'est bien de mettre... En lumière, d'avoir le courage de mettre cette histoire. un musée comme ça, Oui. pour que les gens voient, peu importe d'où il arrive, ce qui est l'histoire juive. Hein. Et vous, Paul, c'était quoi, du coup, D'abord, pour dire à Varsovie, ce que j'ai Marie-Josée, Varsovie, c'est spécifique parce que dans les années 50, Staline a offert un cadeau au peuple polonais, c'était la maison de la culture. C'est un bâtiment type soviétique. Et comme le dit Marie-Josée, ils ont construit énormément de gratte-ciel, justement, tout autour. Et nous, d'une année sur l'autre, on est invités aussi avec les copains mariniers là-bas pour fêter, pour commémorer l'insurrection de Varsovie. Et d'une année sur l'autre, on n'a pas réussi à retrouver notre hôtel. On n'a pas réussi à retrouver notre parce qu'il avait construit 2-3 buildings depuis. Donc, on demandait aux gens où se trouve l'hôtel. Pourtant, on était là l'année dernière. Mais d'une année sur l'autre, ça change tellement. Et parce que ils veulent cacher, justement, le palais de la culture, le cadeau de Staline, ils veulent le cacher avec les buildings, les gratte-ciel qu'on construit autour. D'accord. Et du coup, pour vous, c'est quoi la différence, en fait, s'il y en a une, bien sûr, entre la vie en Pologne et la vie en France actuellement? Vous qui partez en Pologne pendant un certain temps. Moi, je vois pas. Il y a peut-être encore quelques services qui sont en bon marché par rapport à la France, comme le dentiste, le coiffeur, certains services qui sont encore moins chers. Mais sinon, toutes les grandes enseignes occidentales, on les trouve en Pologne. Un centre commercial à Varsovie, c'est quelque chose d'énorme. C'est une maison et vous avez toutes les grandes marques qui sont là. Et vous avez des gens qui invitent. Alors vous dites franchement comment ils font pour... alors, je crois qu'il ne faut pas comparer. Bon, Varsovie, c'est la capitale. Donc... et Cracovie aussi, ils ont la... Oui, c'est pareil, les grands centres commerciaux, pareil, c'est immense. Immense, ça c'est... Parce que tout a été construit après 89. Oui. C'est pour ça qu'ils ont toutes les nouvelles technologies par rapport aux centres commerciaux en Europe de l'Ouest. Ouais. Ensuite, j'aimerais savoir, pour finir cet épisode, ce dernier épisode, est-ce que vous avez des espoirs, un message à faire passer, que ce soit vous personnellement pour vos familles ou alors pour l'association Loire-Vistule, des perspectives, des souhaits, un petit mot de la fin, une leçon aussi que vous aimeriez partager avec nos auditeurs. Le consulat le consulat de Pologne. Oui, c'est ça, parce qu'il y a une de nos amies
qui est vice-présidente, celle qui travaille au CNRS, qui vient d'être nommée consul honoraire. Hein. Donc ça va faciliter ces contacts, mais je pense que cette complémentarité entre les deux pays est vraiment importante. Hein. Et pour l'Europe, parce que moi je suis toujours quand même profondément européenne, s'appuyer sur deux pays comme ça, c'est vraiment important parce que il y a une culture à faire passer, il y a à maintenir, pas faire passer, oui, enfin à maintenir, je pense, une culture européenne qui est très importante, il me semble. Et donc la Pologne, c'est tout l'Est, hein, c'est-à-dire si on continue un partenariat qui marche entre des pays, ça peut être qu'un moteur pour l'Europe, hein, ce que j'en pense. Voilà, je sais pas toi, Paul, ce que tu en dirais. Des espoirs et une inquiétude. Les espoirs, c'est justement les liens très forts entre la France et la Pologne, puisqu'il y a un pacte d'amitié qui a été signé l'année dernière. C'est pour ça que chaque année, depuis cette année, on fête la journée de l'amitié franco-polonaise. Donc ça tombe le 20 avril. Donc c'était la première cette année. Moi, j'étais pas là, j'étais en Pologne, mais Marie-Josée était là. Donc ça, c'est ça. Et puis, renforcer les liens entre la France et la Pologne. Et l'inquiétude, malheureusement, c'est la guerre à l'Est entre la Russie et l'Ukraine et les menaces sur toute l'Europe centrale. Oui. Et ça, c'est sûr que ça ne peut être qu'une Europe renforcée, l'Europe de l'Ouest au moins, pour continuer à aller de l'avant. Hein, ça. Et je pense que la jeunesse polonaise aussi voyage pas mal, hein, et c'est, pour moi, c'est quand même important parce que c'est une autre culture, je dirais c'est une autre appréhension du monde et qui ne peut être que bénéfique pour les deux pays. Hein, grâce à Erasmus, oui. Oui, Erasmus, c'est ça. Oui, aux échanges d'étudiants, finalement. Ouais, voilà. Même apprentis, lycée professionnel, il y a beaucoup d'échanges. Oui. Il y a beaucoup d'échanges et il faut que ça continue, il me semble, dans le contexte actuel, présent. Hein, ça peut être qu'un plus. Hein, oui, s'ouvrir au monde et ne pas se fermer finalement à ce qu'on a à côté de nous. Voilà. Or, chacun arrive avec la Pologne et la France avec une histoire différente, mais une histoire où ces deux pays ont toujours été amis. Donc, je pense que il faut que ça continue, ça, que c'est des piliers pour cette amitié pour l'Europe sur lequel s'appuyer. Les deux pays ne se sont jamais fait la guerre. Ouais, donc contrairement finalement à d'autres. Oui. Qui actuellement se font encore la guerre. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup, Paul et Marie, vos histoires, l'histoire de vos familles, vos espoirs. Je remercie également à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Je remercie également Radio Campus de nous avoir accueillis. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à un prochain épisode. Merci. Merci. lecz nie lubię słyszeć, kiedy ktoś mówi, zakłóca moją cenną ciszę. Lubię przejąć się na małą chwilę, nie lubię, kiedy ktoś zakłóca moją ciszę. Widzę, jak się dookoła topią, widzę, jak chodzą szukać swego wybawienia, bo wciąga cały świat ich aż po szyję, a ja nie pomogę, no bo lubię moją ciszę. A gdybyś tak umiał czuć tak jak ja i chciałbyś sam się otworzyć na świat, oglądasz, choć jest tak mało światła, przestań zwiedzać świat.
Przestań zwiedzać świat. Słyszę, jak mi strasznie bije serce, ale nie widzę, że mam bardzo często brudne ręce. Chodzę wokoło i wszystko oglądam. Jestem turystą, więc oglądam to, co spotkam. I czasem coś tam do mnie ludzie mówią. Czasem rozumiem, czasem nie chcę, bo za bardzo czują. Pomyśl, mówią, jakich życie szare. O czym tu mówić, przecież głodu nie ma wcale. A gdybyś tak umiał czuć tak jak ja, chciałbyś sam się otworzyć na świat. Oglądasz, choć jest tak mało światła. Przestań zwiedzać świat. A gdybyś tak umiał czuć tak jak ja, chciałbyś sam się otworzyć na świat. Oglądasz, choć jest tak mało światła. Przestań zwiedzać świat. Czuć tak jak ja, chciałbyś sam się otworzyć na świat. Oglądasz, choć jest tak mało światła. Przestań zwiedzać świat. A